Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Mise à fait, le rendez-vous des faits d'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien d'actualité puisqu'il s'agira ici, ce soir, d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes pourquoi l'arrivée le mois dernier des CRS en Martinique est exceptionnelle, voire même historique. La dernière fois que les compagnies républicaines de sécurité ont mis les pieds en Martinique, c'était en 1959, à la suite des événements émeutes de décembre 59, qui a vu le décès, la mort de 3 jeunes tués par les CRS. Pour nous en parler de ce moment fort de notre histoire martiniquaise que beaucoup de personnes ont oublié, nous avons aujourd'hui la grande chance d'avoir avec nous 2 personnes qui ont travaillé cette question et qui vont nous permettre de pouvoir laisser des traces et expliquer cette histoire que beaucoup de personnes ont oubliée ou que les jeunes ne connaissent pas du tout. Nous avons la chance d'avoir dans ce premier temps M. Richard Chateaudega. Bonsoir M. Chateaudega. Est-ce qu'on pourrait planter déjà le décor? On est en décembre 59. Que se passe-t-il? Qui est président à l'époque? Comment est la Martinique à ce moment-là? Alors, décembre 59, je pense qu'effectivement, pour comprendre l'événement et pourquoi ce qui s'est passé a de telles répercussions, il faut inscrire ces années, cet événement, dans un cours historique un peu plus long. Donc, il faut voir un peu ce qui s'est passé avant et comment un certain nombre de contradictions qui sont internes à cette société ont pu suivre le cours, c'est-à-dire s'inscrire dans une durée qui fait que ce qui se passe en décembre 59 a une résonance dans les mémoires qui explique que ça devienne l'événement aussi important qu'on connaît. Alors pour ça, il faut certainement tenir... Bon, décembre 1959, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu un tournant avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a un autre tournant qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est celui du passage de la colonie à la départementalisation. Ça, c'est en 1945, c'est ça? En 1946. En 1946 et mise en œuvre à partir de 1947. Donc, on était une colonie, on devient un département français. Voilà, on est une colonie, donc il y a le vote d'une loi d'assimilation. Et entre le vote de la loi et le passage dans les faits, la mise en application de cette loi et donc le changement administratif, etc., il se passe au minimum une année. Donc la mise en œuvre commence, le premier préfet de l'assimilation arrive en 1947. D'accord ? Mais il y a un certain nombre de problématiques qui ont pris naissance avant même l'assimilation. Et je vais remonter, je ne vais pas aller plus loin que pendant la période de l'amiral Robert, c'est-à-dire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc ce qu'on appelle la période de l'amiral Robert, mais on en a déjà parlé. Donc c'est un régime dictatorial. Dictature ne signifie pas forcément tyrannie, mais c'est un régime dictatorial où les choses se décident, la relation est verticale et c'est du haut vers le bas. Donc ce n'est pas le bas qui informe, c'est le haut qui informe. Donc tout vient du haut. Donc c'est un régime compliqué et qui va choquer beaucoup les Martiniquais parce que alors la France est occupée par l'Allemagne. Donc la France se trouve pratiquement dans une situation de colonie. C'est l'objectif de l'Allemagne, c'est de faire de la France une colonie. Et après, donc la mobilisation des Martiniquais dans la Seconde Guerre mondiale a 2 dimensions. Donc il y en a une qui n'est pas suffisamment mise en évidence, c'est que c'est cette dimension de lutte pour la liberté, c'est-à-dire que les Martiniquais s'engagent pour libérer une métropole qui elle-même est occupée. Donc la France est en situation coloniale, pratiquement de colonie vis-à-vis des Allemands. Donc cette Seconde Guerre mondiale a un effet sur les mentalités, de manière générale. Après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans un temps
d'anticolonialisme et d'anti-impérialisme. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale sensibilise les opinions partout dans le monde sur la nécessité d'avancer dans la conquête de la liberté, d'avancer dans la conquête... Il y a la longue vague de décolonisation absolument, en Afrique, etc. Absolument. Donc nous avons une longue vague de décolonisation, de lutte anti-impérialiste. Donc en 59, on est toujours sous le général de Gaulle. Oui, et effectivement, les colonies commencent effectivement, etc. Nous sommes dans un contexte de bouillonnement, de mutation du système français, c'est-à-dire l'Empire français est bousculé. Alors, j'ai une vraie question. Avant de rentrer dans 59, c'est super pertinent que vous en parliez. Est-ce que le bouillonnement qu'on a vécu en 59, est-ce que vous percevez que c'est un peu la même chose en ce moment? Est-ce qu'il y a le même bouillonnement? Parce qu'on voit qu'en Afrique, ça bouge un peu, il y a des coups d'État, etc. On sent qu'ici, il y a des petits mouvements. En Nouvelle-Calédonie, il y a des petits mouvements. On sent que les puissances étrangères, il y a un basculement de l'Occident vers l'Asie, etc. Est-ce qu'en ce moment, le bouillonnement dont vous parlez dans les colonies, c'est le même qu'il y a en ce moment? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a une volonté d'être respecté, d'être pris en compte, d'accord, d'être pris en compte, donc qu'on a ressenti fortement pendant la période de l'amiral Robert, avec l'attitude des marins, etc. Donc il y a une forme de racisme qui s'installe durant cette période. Et historiquement, ça peut aller chercher encore plus loin. C'est-à-dire que nous, le petit peuple noir, comme on dit en général, il est dans sa mémoire très fortement marqué par ce besoin d'être respecté, ce besoin de dignité, etc. Et donc, et il est clair que cette dimension, on la retrouve dans décembre 59. C'est-à-dire que le conflit avec les CRS, le conflit avec les Pieds Noirs, participe de cette même dynamique de recherche, de reconnaissance, de recherche de dignité de notre population. D'accord ? Et il y a une autre dimension, un autre phénomène, c'est celui du rapport à l'autorité. D'accord ? Qu'on peut également rattacher au vécu de la Seconde Guerre mondiale, de la période vichiste, de la période de l'amiral Robert en Martinique, où on a une autorité extrêmement violente, en tout cas les représentants de l'autorité, les marins, la police, etc., pendant cette période, un rapport violent avec la population que les gens ont le sentiment de retrouver en décembre 59. Il faut bien comprendre qu'en décembre 59, les gens Marajo, il a 15 ans quand il est tué, les autres, c'est 20 ans, 21 ans, etc. Donc ce sont des gens qui ont été imprégnés par le climat de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des gens qui sont nés... Qui sont nés dedans. Qui sont nés dedans ou qui étaient... On a un fort chômage à cette période-là ou des populations? On n'était pas encore dans les 30 glorieuses. Alors, on est dans les 30 glorieuses françaises. On est dans les 30 mais localement, on n'a pas cette même... D'accord, je vais passer la parole à Louis-Georges. Je termine, je veux juste dire un élément. C'est qu'en Martinique, on est dans une période de mutation économique forte. La production sucrière, la production raumière explose. C'est-à-dire que c'est une période où la production de richesses en Martinique, elle est extrêmement forte, période de modernisation, mais une modernisation qui se fait sans tenir compte de l'intérêt du peuple, de l'intérêt de la masse. Donc cette modernisation économique, cet énorme boom économique, se traduit par une crise sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un développement économique qui accompagne une amélioration du bien-être, de la qualité de la vie de la population. Au contraire, le boom économique, il repose sur la destruction de l'équilibre social. C'est le développement du chômage, parce que le sucre, la production de sucre a des taux très, très importants. J'ai les chiffres là, mais ce n'est pas la peine de les citer. La production de rhum croît également dans des proportions extrêmement importantes. La production de la banane, donc c'est la période où explosent ces trois grandes productions qui sont tournées vers l'exportation, mais ça se fait au prix de la mécanisation, donc de l'instauration d'un chômage massif dans les campagnes. Et ce chômage massif dans les campagnes, qu'est-ce qu'il a comme conséquence? C'est l'exode rural
Donc les populations fuient les campagnes parce qu'on ne peut plus vivre de campagne à part ceux qui ont un minimum une petite propriété, peuvent vivre d'un jardin créole, mais tous ceux qui... La masse ouvrière des campagnes n'a plus d'emploi, elle est remplacée par des machines. On ne se pose pas de question quel impact le développement économique a sur le développement social. Et ces gens fuient vers la ville, parce qu'il n'y en a qu'une, la ville avec le port, par où passent les marchandises qui sont exportées. Et c'est le développement des quartiers populaires. Le Sainte-Thérèse qui explose là naît à cette période, en tout cas se développe à cette période, Trenel, Citron, etc. Voilà. Donc on a un appauvrissement de la population qui s'agglutine dans les bidonvilles de Fort-de-France, et c'est le terreau qui explique. C'est décembre 59. Et on va rentrer tout doucement vers décembre 59 avec monsieur Louis-Georges Placide. Mais juste avant, une toute dernière question, monsieur Jadot-Desgars, parce que c'est une question qu'on peut se poser, si pas si vous avez une réponse peut-être rapide dessus. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce bouillonnement dans le monde entier de décolonisation post-Seconde Guerre mondiale que l'État français s'est empressé de rendre la Martinique département français? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur justement de perdre ces territoires-là qu'on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc qui va se passer là, il faut vite qu'on puisse les mettre au département français, ou pas du tout, ça n'a rien à voir? On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Ça a à voir, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le seul élément. Donc évidemment, la Seconde Guerre mondiale, la France a eu peur de perdre la Martinique, qui était visée par les Américains, etc. Il y avait une volonté, il y avait des candidats pour pour remplacer la France. Et il y a une pénétration des Américains dans la Caraïbe avec des aéroports. En fait, ils ont des facilités pour s'installer. Donc il y a effectivement cette pression, ce risque qu'une puissance extérieure américaine en particulier soit intéressée par la Martinique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la guerre elle-même a créé une dynamique, a créé l'illusion d'un vivre ensemble possible avec la France. C'est-à-dire, la guerre, je dis, nous avons participé... Un sentiment patriotique, quoi. Oui, absolument. Ils ont participé à la libération de la France. Et la lutte de libération de la France, elle est personnalisée par le général de Gaulle. Et donc, il y a une sorte de fusion qui se fait entre les populations martiniquaises, les populations antillaises d'une manière générale, et le gaullisme, et le général de Gaulle, qui explique qu'après la guerre, de Gaulle, il va rallier les voix, en particulier pour son ascension politique, il va rallier les voix de la droite comme de la gauche, c'est-à-dire beaucoup de communistes votent de Gaulle. Parce qu'avant d'être un dirigeant de droite, son idéologie intéresse peu. De Gaulle, c'est d'abord celui qui s'est battu contre les nazis, celui qui a dirigé cette lutte. Donc il y a... Voilà, okay. Donc ça bouille. Très très bien. Merci beaucoup, monsieur Jadot-Desgars, puisqu'on va rentrer maintenant tout doucement dans décembre 59. Si, mais je voulais ajouter un élément, si c'est possible. Vas-y. Disons que vous avez posé une question. Vous avez posé une question, et à celle-ci, est-ce qu'il faut allumer? Non, c'est bon. Il faudrait préciser que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont aucun intérêt tout particulier pour la Martinique, et ceci s'explique par deux raisons. La première raison, c'est que une partie du trésor français est stockée en Martinique. Et les États-Unis, bien évidemment, y accordent un intérêt particulier qui est évident. La deuxième raison, elle est plus profonde, et Richard en a parlé un peu, c'est que à l'époque, les États-Unis considèrent déjà, et le disent clairement, c'est un espace américain. Et ils proposent déjà un système politique dans lequel les États-Unis, la Martinique, mais aussi les autres îles de la Caraïbe, se retrouveraient dans une structure qui, bien évidemment, comme disait Aimé Césaire, sera sous la tutelle américaine. Donc, il y a déjà cet élément qui fait que... Un peu comme ils ont fait pour Porto Rico. Porto Rico qui n'est pas un État américain, mais ils auraient voulu faire la même chose avec la Martinique, quoi.
OK. Et donc cet élément fait que la Martinique est particulièrement ciblée pour les navires qui sont là en rade, les avions qui y sont, et d'autre part parce que l'on considère que ce trésor, il doit revenir de fait. Il ne doit pas rester en Martinique parce qu'il est en danger. Et d'autre part, le prétexte pris par les Américains initialement, c'est qu'ils s'étaient rapprochés de la Martinique parce qu'il y avait des sous-marins allemands, ce qui était vrai. Mais le véritable prétexte, c'est qu'il s'agit déjà de l'impérialisme américain qui considère que c'est leur espace, que cette mer qui est là, c'est une mer américaine. Et donc, quelque part, on ne peut pas écarter l'hypothèse que la France précipite la demande d'assimilation de Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe et Guyane, parce que quelque part, c'est une manière de dire aux États-Unis, ce sont des départements français. C'est à nous. Désormais. Et ils le sont définitivement. Et donc, il y a une espèce de précipitation qui fait que l'on a souvent dit que ce sont des anciennes colonies qui formulent la demande. Sur le papier, c'est vrai. Mais si l'on contextualise les faits, la France précipite cette départementalisation. Elle y tient parce que ça lui garantit de garder ces anciennes colonies sur lesquelles les États-Unis, à l'évidence, ont une... Ils avaient un regard, parce que la France était aussi un peu affaiblie après la guerre, etc. Oui, donc il fallait absolument sécuriser ça. Et vous avez parlé d'impérialisme américain. Et on a notamment vu, durant ces années qui sont suivies, des invasions américaines. On a eu la baie des Cochons à Cuba, on a eu à Grenade, je crois qu'ils ont aussi on voit tout ce qu'ils font aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Voilà, donc effectivement, on comprend effectivement qu'il y avait une volonté de s'empresser et de pouvoir reconnaître ces territoires. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec décembre 59? Comment on fait pour entrer directement vers les événements de décembre 59? Alors, pour arriver aux événements de 59, c'est que il faut se dire qu'il y a deux populations qui arrivent en Martinique très rapidement. Ce sont des rapatriés d'Algérie qui arrivent en Martinique, et il y a d'autre part les CRS qui ont une relation musclée, physique, brutale, et qui, 7 ans avant décembre 59, ont une méga altercation sur la même savane de Fort-de-France, mais carrément sur le front de mer, et donc il y a un contentieux. Donc ces deux éléments font que, lorsque le 20 décembre, l'on fait appel au CRS au prétexte qu'il y a eu un incident de stationnement entre la moto de Franz Moffat et d'autre part la Vespa d'André Baldi, donc un Français et un Martiniquais. Ces deux hommes ont l'intelligence de dire on ne va pas se bagarrer pour si peu. Et le Français propose d'aller boire à l'hôtel de l'Europe. Les deux hommes décident d'aller prendre le pot à ce niveau. Sauf qu'entre-temps, il y a un CRS en civil qui perçoit les choses et appelle la compagnie de CRS. Donc, quand elle intervient le 20 décembre 59, il y a ce contentieux. Et les CRS, eux, sachant qu'ils ont une revanche à prendre, puisqu'ils ont perdu lors du premier affrontement en 49, j'ai donné la date. Donc, c'était avant, bon. Ouais. Donc, ils viennent et ils n'ont pas la capacité de dialogue, parce que s'ils avaient un peu dialogué, on leur dirait qu'il n'y a plus rien. Sauf qu'ils arrivent et repoussent les gens. Les repoussent. Et pour comprendre pourquoi ça explose, c'est que dans cette foule, il y a des militaires. Et ces militaires... Martiniquais. Ah, il y a des militaires martiniquais, mais également guadeloupéens. Dans la foule des gens qui regardaient la scène, il y avait des militaires. Étaient des badauds qui étaient là en civil, tranquillement. Martiniquais, mais également guadeloupéens. Okay, J'ai trouvé des noms qui correspondent à des militaires guadeloupéens. Et donc,
Ils étaient déjà là. C'était avant qu'il y avait aussi des Guadeloupéens. C'est d'ailleurs un Guadeloupéen qui initie les événements 7 ans avant. C'est lui qui est victime d'une violence d'un CRS. Et à partir de là, tout le bloc des militaires se mobilise et ça avait pité. Donc, quand les CRS arrivent, ils ne cherchent pas à savoir ce qui s'est passé. Et comme ils ont l'habitude de faire, ils arrivent de manière brutale, ils poussent les gens et personne ne comprend. Parce que l'incident de circulation entre la moto et la voiture est du côté de la rue de la Liberté, mais les gens qui sont sur la savane, comment peuvent-ils savoir qu'il y a eu cette chose? Donc, il y a un malentendu et à l'évident, les gens ne comprennent pas pourquoi le CRS leur demande de reculer. Et une nouvelle fois, arrive un moment où forcément les gens reculent, et le CRS tombe sur un groupe de militaires. Et bien évidemment, les militaires disent non, nous pas qu'à tirer. On peut faire sortir, nous pas qu'à tirer. Et à partir de là, les CRS sont caillassés, mais caillassés. Sur une trentaine de CRS qui sont engagés dans cette opération, il n'y en a que 3 qui ne sont pas blessés. Tous les autres sont blessés. Donc, pour vous montrer la violence de ce premier espace. Mais le paradoxe de décembre 59, c'est que cette histoire, elle s'arrête là. Et ce qui va arriver demain et qui va véritablement être décembre 59 se fait avec la police de Martinique, la police de Fort-de-France. Les CRS ne tuent personne en 59. Les morts, ils sont tués par d'autres personnes que les CRS. Et donc, on passe d'une altercation le dimanche avec les CRS qui prennent, permettez l'expression, une raclée ce jour-là et qui le lendemain, donc le lundi matin, décident de manière provocante de faire des rondes. Ils sont dans des jeeps avec des armes qui sont posées sur le siège, avec des armes à la main, et ils tournent autour de la savane, ils entrent au centre-ville, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc pendant toute la matinée du lundi, c'est ce spectacle qu'ont les gens qui viennent sur la savane. Résultat, quand il était à peu près 16 heures, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient déjà sur la savane. Et donc, ce qui devait arriver arriva, c'est que dans cet environnement, l'on décide de retirer les CRS et de faire intervenir la police urbaine de Fort-de-France et les gendarmes de Trois-Villes, le Lamentin, bon, peu importe, les gendarmes. Sauf qu'il faut le dire, le corps urbain, la police de l'époque, elle est spécialisée dans la circulation, pas dans les émeutes, pas dans la gestion de foule. Et donc, le corps urbain intervient sur la savane et sans qu'on comprenne très bien pourquoi et comment, je précise que je travaille encore sur le sujet, je suis en train de préparer un nouveau bouquin sur cette émeute, l'émeute de 59, sans qu'on comprenne bien pourquoi ni comment, les policiers de Fort-de-France sont responsables de la mort de 2 jeunes. L'une qui se fait au centre-ville, c'est un gamin de 15 ans, Christian Marajo, qui est tué à bout portant, et un autre qui a 20 ans, qui se trouve près de l'Olympia, dans la rue qui passe devant l'Atrium, qui s'appelait à l'époque rue Villaret-Joyeuse, me semble-t-il. Oui, entre l'Atrium et le... Et aujourd'hui, c'est la rue Redoute de Matouba, aujourd'hui, un nom de ce genre. Oui, c'est bien ça. Et donc, la mort de ces 2 jeunes fait que la population ne
comprend pas pourquoi des policiers noirs, des policiers martiniquais tuent des jeunes noirs martiniquais. Monsieur Placide, donc, Bouportan, c'est comme ça. C'est Bouportan. C'est à peu près, selon les définitions, c'est à moins de 20 cm. Donc, ils l'ont tué comme ça, Bouportan. Oui. D'accord, ok. Alors, je dis bien que je n'ai Oui, j'ai compris. pas la possibilité d'entrer dans les détails. Même si j'ai pu accéder à certains documents, j'ai des obligations. C'est normal. Oui. Mais Michel Bassi, ce que vous nous expliquez là, c'est que vous êtes en train de démystifier quelque chose que tout le monde répète à corps et à cri, que ce sont les CRS qui ont tué les jeunes, et ce que vous nous dites aujourd'hui, ce ne sont pas les CRS en fait en réalité. J'ai déjà écrit plusieurs fois que les CRS n'ont tué personne en 59. Et pourquoi tout le monde dit que ce sont les CRS qui ont tué les jeunes? Parce qu'ils ont foutu la merde avant, permettez l'expression. Je m'en excuse auprès des auditeurs, mais ils ont un comportement tellement violent que j'ai déjà lu plusieurs fois et je suis intervenu pour préciser que les CRS, c'est vrai qu'ils ont eu un comportement très contestable. Mais ils n'ont tué personne en 59. Et si on les expulse de Martinique, c'est pas parce qu'ils ont tué, mais simplement parce qu'ils sont à l'origine de l'émeute. Ce sont les CRS qui, le dimanche, interviennent et qui, de ce fait, créent une dynamique de violence et donc de contre-violence. Et c'est cette contre-violence dont ils ont la responsabilité. S'ils n'étaient pas intervenus comme ils sont intervenus la veille, il n'y aurait pas eu le décembre 59. Donc, le Conseil général va donc, de manière unanime, va donc demander l'expulsion des CRS. Et j'ai vu qu'ils sont revenus récemment. Monsieur Tediga. Oui, je veux revenir, je l'ai un peu abordé, Louis-Georges vient de développer là-dessus. C'est l'image. Les CRS ont gâché leur image. C'est-à-dire ils ont donné aux Martiniquais l'image de salopards, de violents et de racistes. C'est-à-dire de personnes qui n'ont aucune empathie pour la population et quand ils sont appelés pour une opération, ils arrivent avec leur gaz lacrymogène et leur boutou. Ils ne se posent pas des questions, ils tabassent. Donc, ça, et d'autre part, dans leur pratique générale, y compris dans leur vie civile, ils n'ont pas des comportements attendus de personnes qui sont supposées représenter l'autorité, représenter la loi. En janvier 59, donc nous parlons de décembre 59, en janvier 59, il y a eu une affaire identique pratiquement à ce qui se passe près de la Savane, qui déclenche les événements de décembre 59. C'est un CRS qui a un accident avec un motard. Le CRS a une voiture, je ne sais plus, une moto, c'est une moto, et il a un accident avec une voiture qui abîme, ou bien si c'est l'inverse, je ne me souviens plus lequel avait la moto, lequel avait, etc. Et il tabasse. Il tabasse celui qui a abîmé son matériel. Donc en fait, on a pas une répétition. En décembre 59, on a une répétition du même type d'incident. Comportement, du même type etc., d'incident. C'est l'incident qui est supposé avoir déclenché 59, mais qui ne l'a pas déclenché. C'est-à-dire en 59, Moffat, il n'y a pas eu. Ils étaient en train de boire un punch. Il n'y avait pas de problème entre eux. Quand les CRS qui ont été appelés au moment de l'incident, au moment de la dispute, ils arrivent après, la dispute est terminée et les gens qui se disputaient, ils sont en train de boire ensemble. Donc il n'y a pas de problème. Ils arrivent avec leurs gros sabots et ils attaquent une foule qui n'a rien demandé et qui n'est pas du tout dans cela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... Donc cette violence, donc, il y a déjà un imaginaire, une image du CRS qui est un ennemi par leur comportement. Qui a été... Donc, vous n'avez pas des comportements justement des CRS. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tous les deux, vous voyez ces mêmes comportements aujourd'hui du CRS? J'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Richard. J'ai récemment interrogé un témoin de la période qui m'a raconté une chose et il me dit « Mais les CRS, tu ne les connais pas ?» Il m'a dit « Je vais te donner un exemple très simple.
à l'époque, il existait du côté de Celsière une paillote qui s'appelait Madiana, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr du nom, mais c'est un des noms qu'on m'a proposé. Mais il y avait une paillote, j'ai vérifié, plusieurs personnes d'âge m'ont dit oui, il y avait effectivement cette paillote. Mais ils ne confirment pas le nom. Il y a donc un Martiniquais qui va danser dans cette paillote et il y vient avec sa petite copine. Et à côté, il y a 3 CRS qui, bien évidemment, sont venus sans femme. Une première fois, ils invitent la fille. Elle dit non. Une deuxième fois, elle dit non. La troisième fois, le compagnon de cette fille lui dit « Il vaut mieux qu'on s'en aille ». Et ils descendent. Et quand ils arrivent du côté de Madiana, ils se rendent compte que les 3 CRS les ont suivis. Et ils ont décidé qu'ils vont le rouer de coups. Sauf que c'était je ne vais pas le nommer parce qu'il ne tient pas à ce qu'il soit nommé, c'était un des champions de boxe de Martinique. Isa Makati. Ah oui, les Makati. Les 3 en même temps. Je vous dis que les 3 ont été rossés par ce champion martiniquais. Sauf qu'il tient à l'anonymat parce qu'il te dit que c'était pas normal qu'il se batte puisque... Ah, mais il y a prescription maintenant. Il peut dire c'est moi qui t'ai appelé CRS. Je n'ai jamais revu ce monsieur. Je l'ai vu à l'époque, en 2009, quand je faisais mes recherches sur 59, mais je ne peux pas dire qu'il sera d'accord. Donc je préfère garder la... Et vous sembliez étonné de la venue en 2024 des CRS. Pour vous, c'est un traumatisme, enfin pas un traumatisme, c'est une déception, c'est un événement historique. Quel sentiment on peut mettre sur quel est votre sentiment à la venue des CRS cette année? Avant qu'il ne réponde, juste une petite un élément d'archive pour fonder ce qu'on a dit du comportement des CRS. Il y a une lettre, un courrier du préfet Boissier. Jacques Boissier. Une lettre du préfet Jacques Boissier, donc, qui est en poste en Martinique en 57 et 59, et qui écrit au ministre de l'Intérieur en France. Et il souligne dans son courrier les condamnations et les expulsions de CRS pour violences physiques, notamment sur femmes, et pour propos racistes. D'accord ? Donc c'est un fait établi, reconnu par le préfet de l'époque. Par le préfet lui-même. Le préfet de l'époque qui attire l'attention du ministre de l'Intérieur. Le préfet lui-même voit les comportements racistes des CRS et avertit le ministre. C'est incroyable. Et ces CRS sont condamnés par le tribunal de police en Martinique. Ah, ok. Ils sont condamnés. C'est-à-dire que le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, il a été condamné. Donc il y a des condamnations de CRS par le tribunal de police. Alors, donc ce n'est pas une vue de l'esprit, quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on aurait pu envisager qu'un préfet puisse condamner la même femme? Est-ce qu'avec le temps, on a perdu notre humanité, les autorités ont perdu leur humanité pour dénoncer des choses, etc. Parce qu'on n'a pas parlé de l'affaire Plenel, qui est ce vice-recteur également, qui lui s'est clairement... est-ce qu'on peut en parler? Clairement engagé pour défendre un peu les Martiniquais. Est-ce qu'on peut en parler, M. Placide, de l'affaire Plenel, dans ce contexte où il y a 2 jeunes qui meurent? Rapidement, parce que souvent, l'affaire Plenel crée la confusion en décembre 59. En savant que Plenel a déjà des ennuis avant 59. Et pour tout vous dire, Plenel a des ennuis dès l'instant où il forme sa demande d'aller en Afrique. Il vise un poste initialement en terre africaine. Je ne me rappelle plus quel est le pays choisi. Et le ministre de l'époque, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, fait savoir que la France sera heureuse d'être débarrassée de ce personnage un peu remuant, mais le pays qui va l'accueillir va vraisemblablement ne pas trouver grand intérêt à la personne de Plenel. Et finalement, Plenel se retrouve en Martinique parce qu'il n'a pas pu obtenir cette mutation africaine, donc il se retrouve en Martinique. Et l'affaire Plenel, si vous voulez, on l'a associé à décembre 59 parce que Plenel, précisément, il a un lien social avec, je crois que c'est une servante qui travaille chez lui,
qui est apparenté au Marajo. Et Marajo, c'est la première victime, la plus jeune, celle de 15 ans. Et donc, il est sensible à l'âge de la victime et il est surtout sensible au fait qu'il est tué à bout portant. Plenel se retrouve dans cette histoire et la mécanique fait que ça il prend position l'écrise. publiquement. Hein? Il prend position publiquement. Il prend position publiquement. Il dénonce, il considère que c'est un assassinat et l'erreur qu'on ne lui pardonne pas, c'est qu'il propose qu'un collège du Morne-Rouge soit baptisé Marajo. Bon, ok. Et finalement, ce collège va porter ce nom, sauf que c'est Edoui qui sera là ce jour-là. Si j'étais invité à cette inauguration en tant qu'historien, et c'est Edoui qui finalement a assuré avec énormément de larmes. Parce que ce qu'on a envie de dire, c'est que Alain Plenel était vice-recteur de la Martinique. Oui. Il a pris position ouvertement en voulant inaugurer également cette école-là. Je crois qu'il avait aussi l'interdiction de revenir en Martinique puisqu'il avait publiquement pris position. Et effectivement, quand il y a eu l'inauguration, c'est après combien d'années qu'il n'avait pas pu venir, qu'il a pu revenir trop âgé, c'est ça Non, il n'est pas revenu. Il est revenu en 2009. 2009. En 2009, nous l'avions invité. Il est revenu en 2009 et nous avions fait. À la Triomphe, je dis nous parce que mon complice Richard était dans l'opération. Nous avions demandé à tous les historiens qui s'intéressent à cette problématique de se joindre à nous et nous avions mis en place une méga conférence. Quel est votre sentiment par rapport au retour des CRS en Martinique? Vous êtes effaré? Qu'est-ce qu'on peut dire derrière ça? Disons que je trouve que c'est de la part du gouvernement français une forme de provocation et je ne suis pas politicien, je ne suis qu'historien, donc je ne peux pas aller plus loin, mais j'ai été interrogé par une radio française qui m'a appelé depuis Paris me demandant si j'accepte de répondre. J'acceptais de répondre en disant que on aurait pu avoir une réaction incontrôlée, à savoir que 2-3 personnes réactives, le souvenir de décembre 59 et donc là, le comportement des CRS ce jour-là, qui sont en fait indirectement responsables de la mort de 3 jeunes sans les avoir réellement tués. Donc on aurait pu avoir un truc qui aurait pris des proportions qui ne sont pas souhaitables. Et donc, de mon point de vue, c'était une erreur de les faire entrer. Mais de l'autre côté, je reconnais que la CRS 8 qu'on fait entrer, elle est spécialisée dans ces situations. Et donc, on a fait entrer la structure idoine. Je ne suis pas politicien, je ne suis qu'un historien. Je le dis avec une certaine provocation. Donc, je trouve cohérent que le gouvernement l'ait fait. Mais à mon avis, c'était une provocation qui ne méritait pas vraiment. Vu l'impact que ça a eu dans la construction de la Martinique, dans l'imaginaire, etc., est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu collégialement, le préfet aurait pu prendre collégialement avec les élus? Bon, les amis, la situation est difficile. Ça a quand même une charge symbolique. Et vous avez parlé des comportements particuliers, M. Château-Dégâts. Donc, c'est la question que j'avais tout à l'heure, à laquelle on n'a pas encore répondu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a cette même image dégradée? Est-ce qu'ils ont le même comportement aujourd'hui qu'ils avaient en 59? Je n'ai pas été en contact avec eux, donc je ne peux pas répondre. Mais je pense que d'une manière générale, on pense très vite à la répression chez nous. On pense très vite à la répression chez nous. Et souvent, il me semble qu'il manque ce que j'appelle de l'empathie. C'est-à-dire que les populations, j'ai l'impression que nos populations, on s'en fout, quoi, un peu. J'ai l'impression qu'on n'est pas traité en humain. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on considère qu'on peut... Je ne sais pas, je vois des manifestations à Paris qui se déroulent, où il y a énormément de monde, etc. Et il n'y a pas de coup de matraque. Ici, dès que vous approchez, j'ai l'impression que dès qu'on approche à 2 mètres, d'un homme en armes, il se sent menacé
et ils se sentent obligés de... J'ai vu des vidéos récemment. Autorisés. Ils se sont autorisés et obligés parce qu'il y aura fait. J'ai vu des vidéos. J'ai l'impression que... C'est un rôle raciste un peu. Et je ne sais pas si... Enfin, c'est possible, ça. On ne peut pas l'affirmer comme ça. On ne peut pas savoir. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui sont pourtant des professionnels, mais qui n'ont pas de formation à la gestion de la relation humaine. C'est-à-dire que, enfin, même, bon, hier, je vais à l'aéroport hier. Je vais rencontrer une dame d'un certain âge qui arrive. J'arrive, je ne savais pas que le préfet, le ministre partait. J'arrive, 3 voitures avant moi, il barre, il coupe la circulation à l'entrée du rond-point de l'aéroport. J'ai dit, mince, la personne est en train de m'attendre. Donc, finalement, un moment après, ils ouvrent. Et je vais, et au moment d'entrer, donc de quitter le rond-point pour entrer à l'aéroport, j'ai un qui me fait signe. Pas rentrer là. Et puis, il m'a dit, alors je lui ai dit, mais non, mais je vais rencontrer quelqu'un à l'aéroport. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer au parking. Comment je fais? Circulez, monsieur. C'est-à-dire qu'il gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il ne répond pas à ma question. Je lui demande comment je peux faire pour récupérer la personne. Il gueule après moi, circulez. Je lui ai dit, je vais rencontrer une personne âgée qui m'attend devant l'aéroport. D'accord, circulez, vous ne voulez pas que j'entre là, mais comment je fais? C'est ça qui crée la haine, en fait, en vrai. C'est ça qui vous rend... Il ne m'a jamais répondu, donc il gueule de plus en plus fort. Circulez, monsieur, circulez. Donc j'ai circulé, il y avait un espace en je me suis arrêté, un autre de ses collègues est venu, et il me dit, ça ne sera pas possible, parce que j'ai pris mon téléphone pour appeler la personne. Et il me dit, ça ne sera pas possible, monsieur. Alors je lui ai dit, oui, d'accord, mais je vais rencontrer quelqu'un, votre collègue m'a empêché d'entrer. Il m'a dit, où? Alors je lui ai dit, j'ai besoin d'entrer au parking, parce que la personne m'attend, c'est une personne... Il me dit, mais vous pouvez entrer au parking. Je lui ai dit, mais votre collègue m'a empêché d'entrer. Donc il me dit, allez-y, monsieur, vous pouvez entrer au parking. Je vais. Et je lui dis, vous m'avez empêché d'entrer, mais votre collègue m'a dit que je peux entrer. Donc j'entre. Il m'a dit, c'est qu'il est, monsieur. Mais cette fois-ci, pas dans le sens continu. Donc je suis entré. Donc en fait, il n'y a pas... On dirait qu'ils n'ont pas la volonté d'éviter la violence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté. Une fois qu'ils sont sur le terrain, c'est pour... Ils veulent de la violence. Voilà, il faut qu'il y ait de la violence et ils ne cherchent pas à l'éviter. Monsieur Placide. Disons que ce que je peux préciser, mais je ne peux pas le définir pour les CRS qui étaient récemment en Martinique, c'est que si l'on se situe en 59, et je tiens à rester dans le cadre de l'histoire, de l'historien, si vous voulez, le CRS qui vient en Martinique en 59 est recruté de manière très spécifique. Ce sont souvent des gens qui avaient eu des problèmes avec l'injustice qui sont orientés vers une carrière de CRS. Les gendarmes, eux, peu importe, il n'y a pas de tri à ce niveau, alors que les CRS de 59, c'était des cogneurs. Et quand on envoyait des CRS aux colonies, donc en Martinique de 59, je plaisante, au département de la Martinique, on sait très bien qu'ils auront en Martinique le même comportement violent. Ah, donc l'État savait consciemment que ces personnes-là... Donc les CRS sont des repris de justice. Je n'ai pas dit que tous les CRS sont des repris de justice, mais j'avais lu une étude selon laquelle le niveau de recrutement entre la gendarmerie, qui demande un certain nombre de diplômes et un casier vierge aussi. J'espère. Alors que le CRS, même avec un passif derrière lui, il pouvait être recruté. Parce qu'on ne lui demande pas de faire de la poésie, on ne lui demande pas de comprendre, on lui demande simplement d'exécuter. Et de ce fait, quand ils sont chassés de Martinique, c'est bien parce qu'ils ont un comportement qui rompt avec l'attitude, y compris de la gendarmerie. Il y a d'un côté la gendarmerie qui, elle aussi, intervient, mais ne cherche pas forcément cette violence qu'on a dans les relations entre la Martinique et la CRS de cette période. Et donc, difficile de faire la comparaison entre les CRS d'hier et ceux d'aujourd'hui.
Alors, le temps passe très vite parce qu'on me fait signe qu'il reste 5 minutes tellement c'est passionnant. Alors, on parle beaucoup effectivement de mémoire, de souvenirs de ces événements-là. Alors, j'y vais passer un sondage pour savoir effectivement est-ce que les populations, notamment les plus jeunes, connaissent les événements de décembre 59. Et alors, je ne suis pas très surpris, mais je suis surtout surpris du résultat. Connaissez-vous les événements de décembre 59? À une écrasante majorité, non. Plutôt que oui. Donc, c'est un public plutôt jeune. Donc, on a 230 votants, principalement des jeunes qui ne connaissent pas ces événements-là. Donc, monsieur Chedodega, est-ce que très rapidement, ici, ou même monsieur Placide, dans l'espace public, est-ce qu'il y a des statues, des monuments qui rappellent ces événements-là? Et donc, première question, donc, au niveau des monuments des rues pour monsieur Chedodega et monsieur Placide tout à l'heure, au niveau des livres, je sais également que vous avez écrit un livre sur ces événements. Est-ce qu'on peut en parler? D'abord, les monuments, les rues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remémore cette histoire? Je sais que la commune du Robert et Marajo est originaire du Robert, avait fait une manifestation spécifique. Richard était Il y a une place. une fois de plus, nous étions ensemble. On nous avait reçus, on nous avait demandé de mettre en place, de contribuer à cette manifestation en l'honneur de la mémoire de Christian Marangeau. Et donc, il y a un espace Christian Marangeau, il y a un parking de la ville du Robert qui s'appelle Parking Christian Marangeau. Il y a une école au Mono où ça s'appelle aussi Marangeau. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une rue 59 et Meute Machin 59 à Fort-de-France, je Il crois? me semble, oui. Il me semble à Fort-de-France, il y a d'abord, il y a deux choses qui ont été faites. Il y a d'abord le fait que la mairie de Fort-de-France décide, sur la savane, ils ont mis donc un monument qui s'appelle décembre 59, et dedans, il y a un texte sur les événements de 59 et donc sur Christian Marangeau. Mais d'autre part, il y a ce système que la ville de Fort-de-France avait mis en place à l'époque. Je n'ai pas vérifié si ça continue, mais souvent, il prenait une rue qui avait déjà un nom. Exemple, rue Lamartine, et ça devenait rue Lamartine, Christian Marangeau. Donc, ils avaient associé à un nom déjà établi le nom des victimes de 59. Et de ce point de vue, on peut reconnaître que la municipalité de Fort-de-France a assumé. Parce qu'effectivement, je me rappelle que ce n'était pas évident, surtout qu'il y avait une querelle assez big entre le PC et la ville de Fort-de-France à l'époque. Mm-hmm. Alors, très rapidement, au niveau des livres et compagnie, si on veut se remémorer cette histoire, il y a d'abord le livre de M. Georges Placide, mais du coup, est-ce que dans les musiques, dans les chansons, dans les films, il n'y a rien qui retrace cette histoire? Alors, il y a au moins un film qui a été fait par Jean-Marie Bonneau, un nom de ce genre. J'ai quand même une chose à dire, parce que décembre 59 a cette particularité, c'est que c'est une émeute aphone. Aucune revendication n'est formulée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le discours de décembre 59, il est émis à Paris. Et il est émis par Francis Fanon, bien sûr, le Martiniquais Francis Fanon qui devient algérien. Édouard Glissant, qui était encore sur Paris à l'époque. Et enfin, l'Association générale des étudiants martiniquais, l'AGEM, et c'est ce personnel, toutes ces personnes réunies, qui véritablement vont donner une voix à décembre 59. Et de ce fait, si décembre 59 a pris cette proportion, c'est parce que précisément, il y a eu ce travail en amont. Et donc, quand moi je termine mes études avec un mémoire que j'ai réalisé sur ces événements de 59, je me retrouve depuis la fin de mes études supérieures, je fais à peu près entre 5 et 6 conférences chaque année sur décembre 59. Vous avez parlé de 2 victimes. Il n'y en avait pas 3? 3. Il y en a 3 victimes. On a Marajo, Ozil, Belzi. Voilà. Et les 3 sont tués dans les émeutes par les policiers. Alors, comme vous me donnez l'occasion de le dire, il n'y a pas que ces 3 victimes. Allons-y, il nous reste quelques secondes, je vous écoute, et puis voilà, c'est vraiment ça. Il n'y a pas que ces 3 victimes. Alors, je suis là, on vous écoute. Alors, il n'y a pas eu 3 victimes seulement. Il y a 2 morts qui viennent après. J'ai hésité à en parler, je me suis dit, bon, si je n'en parle pas, il y aura bien quelqu'un qui en parlera. Il y a vraisemblablement un CRS qui décède après 59.
Et les témoins qui ont assisté à la scène, et je fais l'hypothèse qu'ils m'ont pas raconté un boban, m'ont expliqué que quand on demande au CRS le lundi matin de regagner le fort Saint-Louis, il passe sur le pont Francisco, le pont de rive droite, le pont de l'abattoir, anciennement, aujourd'hui pont Francisco. Il passe sur ce pont et à ce niveau, ces CRS auraient été attaqués. L'un d'entre eux aurait fait une chute. Il était sur sa moto et donc effectué une chute et aurait décédé. Il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est un peu plus complexe. J'ai un peu perdu les détails. Mais le gendarme, lui, il décède un peu après décembre 59. C'est un gendarme qui, vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement parce que vous supposez bien qu'en 59, j'étais pas dans la rue, donc je ne peux rapporter que ce que les gens donnent, que les témoins peuvent donner. C'est un gendarme qui est blessé pendant décembre 59, qui est envoyé à l'hôpital, je crois que ça s'appelle Val-de-Grâce, c'est un nom de ce genre, et qui décède en France. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste un truc concret comme ça, jusqu'au jour où j'ai pu appeler à Paris. On m'a demandé ma carte d'identité que j'ai envoyée par email et tout, et l'on m'a confirmé ce décès. Donc, ce que vous nous dites là, ça fait l'effet d'une bombe dans l'émission. Non, c'est pas une bombe, c'est juste un fait historique. Bon, et je vais expliquer. Il y a eu plus de 3 morts que... Il n'y a pas que les 3 jeunes morts martiniquais. Il y a effectivement, suite aux émeutes, dans la partie finale, il y a eu 2 morts du côté des forces de l'ordre. De toute façon, on lira avec beaucoup d'attention votre prochain bouquin qui va parler de ces événements. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été des nôtres, M. Château-Desgats et M. Placide. Merci vraiment de l'expertise que vous nous apportez quotidiennement. C'est vraiment pour moi un honneur de vous avoir parmi nous. Vous êtes des puits de savoir. Il faut savoir valoriser les gens qui connaissent, les gens qui savent. Et c'est l'objectif de Mise à Fait. Merci à vous de nous avoir suivis sur Martinique la première. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.